D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence, M. Brito, notre collègue qui connaît bien l'UIM pour y avoir œuvré pendant de longues années, et je pense que beaucoup ici se souviennent de sa participation et ne peuvent que le remercier pour sa défense de nos valeurs communes. Je voudrais évidemment remercier l'Institut d'études judiciaires et le théâtre qui a bien voulu nous accueillir ici et les responsables de cette magnifique salle. Et puis bien sûr les organisateurs, membres de l'association des juges du Chili, pour tout, pour le congrès, et j'aurai l'occasion de le dire ce soir et demain, qui se déroule dans d'excellentes conditions. Le gouvernement judiciaire et l'indépendance des juges, c'est évidemment une question qui est au cœur de toutes nos préoccupations, dans toutes nos associations et naturellement au sein de l'Union internationale des magistrats. D'abord parce que la question principale est celle de l'indépendance du juge elle-même. Et que l'on sait bien que pour que cette indépendance soit totale, ce qui est une des conditions essentielles de la démocratie, elle doit être dirigée dans trois directions, dans trois dimensions aussi. La première dimension, elle est tout à fait personnelle, et je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'être indépendant pour un juge, c'est d'abord être indépendant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres convictions, vis-à-vis de ses a priori. L'indépendance, c'est aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est ce qu'on appelle assez classiquement, et c'est d'ailleurs dans notre charte que nous avons adoptée hier, l'indépendance externe. Et pour ce faire, pour que l'indépendance du juge soit assurée, il faut que des protections institutionnelles existent en matière de nomination, de promotion et de discipline. Et puis la dernière dimension, c'est celle de l'indépendance au sein même de l'organisation judiciaire. C'est ce qu'on appelle l'indépendance interne. Et à cet égard, des garanties doivent être apportées dans l'affectation des dossiers à tel ou tel magistrat, et c'est ce que disait José Ignajat tout à l'heure, le respect du principe du juge naturel, de l'affectation aussi des juges au sein des chambres ou au sein des différentes localisations des juridictions, que ce soit au niveau des territoires, parce qu'il est évident que changer un juge d'affectation, l'envoyer à plusieurs dizaines de kilomètres, pose un problème en termes d'indépendance et d'inamovibilité. Et ensuite, la dernière dimension est celle de respect de l'activité juridictionnelle des juges. Pour assurer cette indépendance, chaque pays a mis en place ses règles propres en fonction de son système juridique. Et on voit bien, on l'a perçu assez rapidement au cours de cette deuxième table ronde, qu'il existe manifestement une différence fondamentale entre les systèmes dits de droit continental et les systèmes dits de common law, avec ce que nous a dit le premier vice-président Pagone sur ce qui fonde en réalité l'indépendance, c'est le procès d'appel et la transparence, mais avec une sorte de syncrétisme, si vous me permettez cette expression, dans un pays de common law, de tradition de common law qui est l'Afrique du Sud, avec la création tout de même d'un conseil qui est doté d'un certain nombre de pouvoirs. Les différents régimes obéissent à une histoire, une culture judiciaire, une tradition juridique, et il n'est évidemment pas question pour moi aujourd'hui de critiquer des systèmes qui ont fait leurs preuves, ni des pays dans lesquels la question de l'indépendance des juges ne se pose pas, même en l'absence du Conseil de justice que je connais dans mon pays. J'y participe d'ailleurs comme membre du Conseil supérieur de la magistrature français auquel je crois. Et j'ai trouvé à cet égard tout à fait intéressantes les propositions et les préconisations du rapporteur spécial de l'ONU, M. Diego Garcia Sayán, qui nous a quittés puisqu'il devait prendre un avion, et sur le fait de ne pas créer un modèle type, mais en tout cas de poser un certain nombre d'exigences dans un modèle de gestion. Ces exigences étant fondées, pour reprendre ces mots, sur 5 éléments particuliers qui me semblent tout à fait importants de rappeler. D'abord, une gestion qui repose sur des mécanismes prévisibles et transparents en matière de sélection, de qualification, de promotion, de changement de poste. Aussi une dimension de liberté d'expression et d'association des juges pour mieux représenter les valeurs qui sont les nôtres communément. Un droit des juges à la formation qui est évidemment tout à fait important pour assurer notre propre indépendance. Ensuite, l'allocation de ressources budgétaires adéquates et suffisantes, et on l'a bien vu au cours de ces débats, et notamment ce matin, c'est souvent une des questions qui pose problème, et qui pose un problème du regard que portent les justiciables sur notre action. Enfin, le dernier point est très important également, c'est celui des conditions de travail, des charges de chaque magistrat, et qui pose aussi la question de l'inamovibilité des magistrats. Donc, pas de modèle type, mais des principes qui doivent guider notre action et qui d'ailleurs, comme c'est plus à le rappeler M. Diego Garcia Sayán, figurent dans le statut universel du juge que nous avons actualisé et mis à jour hier. Il y a en revanche, je pense, 2 écueils qu'il convient d'éviter dans le gouvernement des juges. Le premier, évidemment, est de laisser la gestion de la magistrature
au seul pouvoir exécutif. Chacun comprend que laisser aux mains des politiciens la carrière, la nomination, la promotion et la discipline des juges est évidemment quelque chose d'extrêmement problématique et de dangereux pour nous, et c'est une atteinte manifeste à un principe essentiel de nos démocraties, qui est la séparation des pouvoirs. Mais il y a un autre obstacle, un autre écueil que je crois nos collègues chiliens connaissent et rencontrent et dénoncent d'ailleurs, et c'est le sens de cette conférence, c'est une gestion totale par le pouvoir judiciaire lui-même. Ce que l'on appelle l'autogouvernement des juges, qui est souvent décrié dans un certain nombre de nos pays comme étant une marque insupportable d'un corporatisme judiciaire qui nous enfermerait, mais dont on a bien perçu, en écoutant le président de l'association chilienne, qu'il pouvait poser un autre problème, qui est celui finalement d'une sorte de frein à l'évolution du droit, les magistrats de base étant dans une soumission totale aux décisions rendues préalablement par la Cour suprême et étant potentiellement sanctionnés s'ils ne sont pas dans cette logique de suivi en tout cas des décisions des juridictions supérieures. Alors on connaît là aussi des systèmes d'autogouvernement qui vous ont été décrits tout à fait parfaitement, et je trouve très intéressant l'exemple canadien qui démontre comment l'autogouvernement des juges intervient, mais dans des domaines finalement relativement limités, notamment au principe d'administration elle-même des juridictions et au principe de formation judiciaire. Il y a probablement, et c'est le sens de la charte que nous avons adoptée hier, une juste voie qui pourrait être celui du Conseil de justice. Douro Sessa, le président du Conseil consultatif des juges européens, nouveau président du Conseil consultatif des juges européens, vous a expliqué qu'en Europe, nous connaissons un certain nombre de standards extrêmement clairs sur la composition de ce Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de justice, et sur les pouvoirs. Tous ces textes qui ont été rappelés, et que je ne reprendrai pas, incitent les gouvernements de nos différents pays européens à constituer des conseils de justice dotés des pleins pouvoirs en matière de nomination, de promotion, mais aussi en matière d'organisation judiciaire, en matière de consultation sur le budget. Ces pleins pouvoirs sont évidemment indispensables, mais à quoi bon les exercer ou les donner à un conseil si celui-ci, si la composition de ce conseil n'est pas parfaitement maîtrisée? C'est une difficulté que nous connaissons dans mon pays, puisque la composition du Conseil supérieur de la magistrature français compte une minorité de magistrats et une surreprésentation de la hiérarchie judiciaire. Les règles au niveau européen sont assez claires. Une composition qui peut être mixte, avec des magistrats et aussi des représentants de la société civile, puisque n'oublions jamais que nous rendons tous la justice, non pas pour nous, mais au nom des peuples et de nos peuples, mais aussi une majorité de magistrats, et j'ai trouvé fort intéressantes les explications fournies sur les évolutions en Argentine, avec ce conseil qui évolue au gré des réformes et des gouvernements, avec plus ou moins de magistrats et des décisions constitutionnelles qui viennent censurer des compositions qui ne sont pas conformes aux exigences et aux standards internationaux. Je crois qu'il y a deux risques sur ces compositions de conseils de justice dotés des pleins pouvoirs. Le premier, celui de la politisation, et l'exclusion des politiques de ces instances est tout à fait indispensable. Le deuxième est évidemment celui qu'on nous renvoie systématiquement à nous, associations de juges, c'est celui du corporatisme. Il n'en reste pas moins que je continue à considérer que l'indépendance de la magistrature est davantage garantie par les magistrats eux-mêmes, justement parce qu'eux-mêmes sont indépendants et garantissent leur propre indépendance. Je voudrais juste dire quelques mots, puisque le temps nous est compté, sur « Je suis français », très attaché à Montesquieu et à son esprit des lois, et il est évident qu'en ces matières comme en tout autre, en matière de gouvernement judiciaire comme ailleurs, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et très franchement, ces conseils de justice qui deviennent le modèle un peu partout dans le monde ont cet avantage d'être tout à la fois éloignés des représentants de l'exécutif et ne pas donner et prêter le flanc complètement à l'autogouvernement des juges avec la création d'une organisation intermédiaire qui arrive à faire la part des choses grâce à sa composition mixte. Et évidemment, c'est le sens de la charte que nous avons adoptée hier, même si elle reconnaît évidemment la logique d'un certain nombre d'autres pays qui ont des traditions différentes. Et j'espère que ces évolutions qui vont vers un conseil de justice permettront notamment ici aux Chiliens, grâce au travail assez remarquable, je trouve, de l'association des juges du Chili, de trouver cette juste voie qui permet d'assurer pleinement l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je vous remercie.